Bonjour et merci d'être ici, cette belle journée, cette belle soirée d'été. N'hésitez pas, vous faites comme vous voulez, mais n'hésitez pas à mettre un masque, je dirais, pour qu'on n'apprenne pas demain matin qu'il y a une infection qui s'est répandue partout. Donc, on va aborder... Il faut dire pour le téléphone. Oui, il faut dire pour le téléphone, effectivement, vous éteignez vos téléphones, vous mettez votre masque si vous voulez, mais vous n'hésitez pas à le mettre, il n'y a pas d'aération. Et donc, on va aborder ensemble une question qui est complexe, à laquelle on n'apportera certainement pas, je dirais, de réponse catégorique. Au contraire, qui est formulée de cette façon: pendant la guerre contre l'Ukraine, la culture russe peut-elle et doit-elle se faire entendre? Et on a bien conscience que c'est une question délicate et c'est douloureuse pour chacun de nous ici, je pense, dans la salle et sur la scène. Et c'est une question, je vais revenir dans 3 minutes, dans laquelle nous, ce qu'on aimerait, c'est introduire des éléments de complexité. On va voir comment. Alors, pour faire ça, je vous présente nos 2 invités et je suis absolument ravie qu'ils soient là. D'abord, Olga, donc effectivement, on est en Allemagne, Olga Medvedkova, qui est chercheuse. Alors, Olga est née en Union soviétique. Elle a été élevée en Union soviétique. Vrai. Absolument. Oui. Sa langue première, c'est le russe, même si elle a appris très tôt le français dans ces merveilleuses écoles de français qui était quand même une des réussites de l'Union soviétique. Et ensuite, elle est venue en France. Elle a fait sa thèse en France en histoire de l'art. Elle a fait son HDR en France. Elle a été recrutée par le CNRS, c'est-à-dire que c'est une des meilleures, je crois, spécialistes d'histoire de l'art actuellement en France, notamment, mais pas exclusivement, de l'art russe. Alors, c'est vrai que moi, je connais surtout ses travaux sur la Russie, c'est-à-dire elle a écrit, par exemple, un fabuleux livre sur Saint-Pétersbourg, qui est paru chez Fayard, qui, moi, a été ma Bible quand même pendant quelques années. Elle a travaillé sur Kandinsky, elle a travaillé sur Bax, elle a travaillé sur d'autres artistes, elle a en fait énormément publié. Et puis, il y avait quelque chose que j'avais suivi, je dirais, un peu de loin, mais avec beaucoup d'intérêt, c'est qu'à un moment, elle s'est mise à écrire des romans. Et au départ, ces romans étaient écrits directement en français. Et on parlait de ces romans. Il y avait là, je suis en train d'en relire un. Il y avait le Réveillon chez les Bulgakov, par exemple, dont on a beaucoup parlé. Et puis, à un moment, je vois, elle est publiée en Russie. Et elle a beaucoup de succès en Russie. Et on parle beaucoup d'elle. Et je suis avec curiosité, c'est-à-dire je suis les articles qui paraissent. On parle d'elle pour un certain nombre de prix. Elle a été finaliste pour 2 des plus grands prix littéraires russes, donc le prix Noss et le Booker, je crois. Donc, c'est-à-dire une reconnaissance, une absolue reconnaissance, non pas en tant que chercheuse, mais en tant que romancière. Et Olga, le 24 février 2022, a rompu tous ses liens avec le milieu littéraire russe, qui l'avait accueilli à bras ouverts, en disant que pendant cette guerre, elle n'aurait plus de contact avec qui que ce soit, y compris avec des gens très bien. Donc ça, elle va nous l'expliquer très vite. Juste avant, je présente, si besoin en est quand même, André Markovitch, qui est rené comme moi, parce que vous croyez que c'est une soirée russo-ukrainienne, mais pas du tout, c'est une réunion de Bretons. Brito-bretonne. Presque. Et donc, qui est un immense traducteur du russe, qui a traduit à peu près toute la littérature russe du 19e, en tout cas, en français. Moyen, quand même. Qui a... Non, Tolstoï, je ne l'ai pas traduit encore. Ah, tiens, ben c'est bien. Tu me donnes une idée? C'est bien, ça fait un peu de... Moi qui pensais sur mon vieil âge être au chômage technique. Eh ben non. Alors, il a traduit tout Dostoïevski. Ce qui a fait scandale quand il a commencé au début des années 90, et maintenant tout le monde reconnaît qu'effectivement, sa traduction est beaucoup plus proche du rythme. Il travaille sur le rythme du texte original.
originelle que les autres traductions qui avaient été faites. Alors, là aussi, André est né à Prague, a été élevé par des grands-mères russes, donc sa langue maternelle, c'est le russe. Quand il dit, et ça, j'avoue, je l'envie beaucoup, envie blanche, mais un peu noire quand même, hein, il a grandi dans Pouchkine, c'est-à-dire qu'il connaît tout Pouchkine par cœur, comme j'imagine comme vous aussi, quoi, hein, comme tout Un peu, enfant russe, ouais, comme tout le monde. voilà, comme tout le monde en Russie, qui entend. Il n'a pas appris, il a vécu dedans. Et donc il a traduit tout Dostoïevski, il a traduit tout Tchekhov, il a traduit, bon, il a tout traduit sauf Tolstoï, Avec quoi, à peu Françoise près, hein. Tchekhov, c'est les pièces avec Françoise. Avec Françoise Morvan, tout à fait. Et il a aussi une œuvre de poète que je vous recommande parce qu'elle est très très belle. Et il a lancé une maison d'édition où il publie beaucoup de littérature, je dirais, russe, mais pas uniquement russe, c'est-à-dire aussi post-soviétique, de l'espace soviétique. Et il publie aussi, notamment justement des textes de Françoise Morvan sur la Bretagne. Donc c'est pas exclusif, et ce sont des livres qui sont magnifiquement faits, avec du beau papier, avec des belles couvertures, etc. Bon. Et c'est quelqu'un qui trouve aussi le temps d'avoir sa page Facebook, et où il publie un jour sur deux ses réactions. Alors ça peut être ses réactions à certains événements culturels, ça peut être ses poèmes, ça peut être ses traductions du chinois. Là, j'avoue que je suis un peu moins, mais enfin bon, c'est... Et depuis la guerre, ou même avant la guerre, c'est sur ce qui se passe en Ukraine. Et il a un discours qui est extrêmement clair, extrêmement explicite, extrêmement net, de condamnation. Alors, je pense, franchement, je vous conseille de le lire. Ça se trouve partout, ça coûte pas cher, c'est court et ça se lit bien. Et si l'Ukraine libérait la Russie, je veux dire, c'est un des textes, je trouve, les plus synthétiques et voilà, sur ces événements. De la même façon, je vous conseille vraiment, là je l'ai avec moi dans mon sac, de lire les textes et ce merveilleux roman d'éducation soviétique qui permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et donc, il me semble, si vous voulez, que l'un comme l'autre, les uns comme les autres, nous trois, nous avons exactement, on va voir s'il y a des détails, mais la même horreur devant ce qui se passe actuellement, devant le fait que la Russie ait pu attaquer l'Ukraine, devant les horreurs que la Russie est en train de commettre au moment où on parle en Ukraine, devant le fait que la Russie est en train de raser des villes, que la Russie tue tous les jours des personnes innocentes en Ukraine, viole des femmes, viole des enfants, est en train de détruire l'Ukraine, est en train que les gens qui ont été envoyés là-bas et qui ont des passeports russes, hein, y compris Kadyrov et toutes ces bandes-là, détruisent non seulement, bon, je sais que c'est suffisant, les vies des gens, détruisent des bibliothèques, brûlent des livres, détruisent des statues, c'est-à-dire ils commettent chaque jour des crimes de guerre, voire, je ne suis pas juriste du tout, voire des crimes contre l'humanité, voire, je ne suis pas juriste et je ne rentre pas dans le débat, mais quand on parle de génocide, vous voyez, ils tuent les corps, mais ils tuent aussi la culture. Et que ça, c'est épouvantable. Et que je pense enfin moi je pense que la culture russe peut peut-être expliquer des choses, mais en tout cas la culture russe, c'est quand même pas ça. Je n'ai pas entendu ce que tu disais. C'est pas ça la culture. Ah oui. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, donc si vous voulez, c'est pour ça qu'on voudrait mettre de la complexité. Et quand je dis mettre de la complexité, je vous explique. Je pense que on a tous des réactions absolument d'horreur, absolument affectives, absolument émotionnelles. Et que maintenant, il y a un moment où il va falloir se dire, bon, quand on parle de culture, il y a le milieu culturel aujourd'hui, il y a les œuvres, il y a les hommes, il y a les œuvres d'aujourd'hui, il y a les œuvres d'hier, c'est-à-dire effectivement, quelqu'un qui écrit au début du 19e, il écrit dans un certain contexte. Et puis il y a l'instrumentalisation
qui est faite aujourd'hui de ces œuvres. C'est-à-dire que quand l'armée russe, détruisant une partie de l'Ukraine, dresse des grandes affiches en disant Pouchkine était dans cette région, donc cette région, c'est la région de Pouchkine, et utilise l'image de Pouchkine pour justifier ces meurtres, il y a quelque chose qui est insupportable, à mon sens. Donc il y a cette notion de l'instrumentalisation. Qui instrumentalise quoi? Je pense que vous avez tous lu, ou beaucoup d'entre vous ont lu ce texte absolument sidérant qui a été traduit en français du directeur de l'Ermitage Blanche. Et en même temps, je le remercie parce qu'il a mis noir sur blanc la vision que certains officiels russes pouvaient avoir d'une culture perçue comme une arme de guerre. Et que ça, on va pouvoir le citer, le reciter, etc. Bon. Et donc, vous voyez, la complexité, c'est se dire, OK, il y a des acteurs, il y a des œuvres, il y a des époques, il y a des instrumentalisations de part et d'autre. Et nous, on va essayer de nous y repérer un tout petit peu plus dans tout ça. Mais pour l'instant, je laisse la parole à Olga et j'aimerais bien qu'elle nous explique donc son rapport actuel au milieu littéraire russe qui l'a accueilli les bras tendus. Merci beaucoup, Cécile. J'apprécie énormément ce que vous venez de dire et particulièrement deux mots que vous employez. C'est le premier, l'expression absolument émotionnelle, et le deuxième, absolument insupportable. Donc, je vais essayer d'expliquer ma position, qui est davantage une position humaine qu'une position intellectuelle. Car dès le 24 février 2022, j'ai éprouvé une telle douleur émotionnelle, ça m'est devenu tellement insupportable, comment dire, si insupportable, plus insupportable que peut-être jamais. Je pense que la mémoire de 3 générations de mes ancêtres qui ont vécu l'Holocauste et les répressions staliniennes s'y sont ajoutées. Ça m'est devenu si insupportable que j'ai compris que je n'ai pas le choix et que je dois faire confiance à ce sentiment. Voilà. Je dois vivre selon ce que je ressens. Je ne peux pas me permettre, je vais en mourir autrement. Vous savez, je me suis recouverte de plaques rouges, tout le corps. Le lendemain, j'ai compris que la seule solution pour moi, c'est de vivre selon ce que je sens. Et en fait, au bout de 4 mois maintenant, déjà 4 mois, n'est-ce pas, ou presque, j'ai aussi compris quelque chose, c'est-à-dire j'ai ajouté à cette émotion, à cette insupportable, j'ai insupportable, totalement reconnu, en quelque sorte presque, je lui ai donné une place dans ma vie à cet insupportable. Je me suis laissée sentir ce que je sens. Mais bon, tel est notre métier, n'est-ce pas? On a quelques outils quand même à notre disposition. J'ai aussi compris qu'en fait, même intellectuellement, je peux le fonder, je peux l'expliquer le pourquoi de cette confiance à cet univers émotionnel et à cet insupportable. En réalité, nous sommes en présence d'un crime, d'une violence inouïe et d'un crime archaïque. Ce n'est pas un crime qui se cache, c'est un crime qui se manifeste, qui se déploie. Un crime qui veut qu'on le voie. C'est quelque chose que, par exemple, Bataille décrit dans le procès de Gilles de Rais. C'est ce genre de crime médiéval, archaïque, enfin, insupportable, grotesque, qui est fait pour faire
peur à tout le monde, que tout le monde s'écrase. Ça se passe ici et maintenant, devant nous, en notre présence. Ce crime insupportable. Devant nous, on viole et on tue, on profane, voilà. On arrive à peine à respirer. Qu'est-ce qu'on peut faire devant ce crime ici et maintenant? Premièrement, en tant que personne qui lit beaucoup de philosophie, je pense que il y a un temps à choisir. C'est-à-dire, moi, j'ai choisi un temps, et ce temps est le présent. Je vis dans ce présent, j'observe ce qui se passe. Je me suis laissé sentir ce que je ressens. Je refuse de regarder le passé et de dire la Russie a toujours été comme ça, ou trouver quoi que ce soit dans le passé de la Russie. Et je refuse absolument de prédire l'avenir et de penser comment ça va aller, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, ce qui se passe maintenant se passe maintenant. Nous vivons en présence de ce qui se passe maintenant. On viole devant nous une femme. On ne va pas dire que le violeur a été malheureux dans son enfance ou comment ça va se passer dans 2 heures. Ce qui se passe devant nous se passe maintenant. Et nous avons le droit de sentir ce que nous sentons. Nous avons le droit d'être absolument horrifiés et de ne pas accepter ce qui se passe. Alors moi, je n'ai pas accepté ce qui se passe. J'attendais la même chose en quelque sorte de la part de mes collègues intellectuels ou éditeurs russes. Je pensais, ils vont tous s'allonger par terre, ils vont tous tout simplement être incapables de continuer à publier des livres, à parler des auteurs, à parler de la littérature. Quelle littérature? Je suis désolée, mais quelle littérature? Mais de quoi on parle? Donc, j'ai attendu un peu et puis j'ai vu non. Non, tout continue comme avant, exactement comme avant. Et même mieux, parce que tout à coup, tous ces gens que j'aime énormément ont commencé à dire, aujourd'hui comme jamais, les gens ont besoin des livres. Déjà, les gens, je suis née en Union soviétique. Quand on dit люди, les gens, dites encore le peuple, народ хочет книги, le peuple veut des livres. Non, quels livres? On est en présence d'un crime. Vous avez besoin des livres aujourd'hui? Avec tous les livres qui ont déjà été publiés, avec tout ce qui a été écrit, avec tout ce que les Allemands ont écrit depuis 1929, avec tout ce que les Espagnols ont écrit sur leur dictature, avec tout ce que les Italiens ont écrit sur le fascisme, avec tout ce que Grossman, avec tout ce que Chalamov, de quel livre on a vraiment besoin? On a besoin de s'allonger tous par terre et de hurler non, non, non à cette guerre. Arrêtez les gens. Les gens, arrêtez de lire, arrêtez de faire ce que vous faites en Ukraine, arrêtez. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc j'ai écrit le lendemain à mon éditeur et j'ai apporté ce petit sacrifice parce que, bon, voilà, j'y tenais beaucoup. Il y avait un roman qui était déjà accepté, le 3e roman russe, qui était accepté par l'un des meilleurs éditeurs de Moscou et qui devait paraître. Et j'ai dit que tant que le dernier soldat russe se trouve en Russie, je ne publierai rien et je n'écrirai plus en langue russe. Voilà. Et ce que je fais, c'est-à-dire j'écris en français j'ai donné ce roman à lire à quelques amis et ça me suffit. Et l'une des amies est là dans la salle qui vient de le lire. Voilà, c'est ce que je peux faire. Et je n'arrête pas d'écrire en français contre cette guerre et contre toutes ces manifestations que vous avez nommées, toute cette instrumentalisation de la très belle littérature russe que personne n'annule d'ailleurs. Qui a vu qu'elle est annulée? Tout est dans les librairies, hein, donc d'écrire contre Piotrowski, contre surtout, en premier lieu, encore une fois, une approche plutôt directe dans le présent et émotionnelle. Ce qui m'est vraiment insupportable, c'est le mensonge. Comme un enfant, je peux pas supporter qu'on me mente. Arrêtez de mentir. C'est insupportable. Et puis j'ai lu aussi Václav Havel et je suis très
d'accord avec cette phrase, avec cette force de ce pouvoir des impuissants. La vérité, c'est le pouvoir des impuissants. Il faut dire la vérité aujourd'hui. Des sans-pouvoirs. Des sans-pouvoirs, voilà. Sans-pouvoirs, Voilà. Disons la vérité. Disons vraiment la vérité. Parce que le mensonge est partout aujourd'hui, partout. Même si nous ne le savons pas, nous le sentons. Voilà. Faire confiance dans ces situations atroces, quand on est face à quelque chose d'inouï, c'est-à-dire quelque chose tellement affreux qu'on débranche, hein, ça saute. C'est faire confiance à nos émotions. Et vous savez, l'une des meilleures manifestations de la culture russe, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, de ces derniers temps, c'est le film d'André Lochak, La rupture du lien. Qui pour et moi, vous avez écrit un texte. Oui, j'ai écrit immédiatement. Oui. J'ai écrit immédiatement parce que je trouve c'est un journaliste, c'est un auteur de films documentaires qui prétend pas du tout être un homme politique ou un grand intellectuel. Mais il a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Il a partagé l'écran en deux et il a donné la parole à deux personnes, mère, fille, époux, épouse, sœur, frère. L'un qui hurle contre la guerre, l'autre qui soutient Poutine. Et vous savez, celui qui hurle devant la guerre, il n'a pas de mots. Cette personne-là, elle pleure, elle dit « je ne suis pas d'accord », elle dit « je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger », elle avale des médicaments pour se calmer. Et l'autre, il est calme, il est tranquille, il est en rupture totale avec la réalité. Il s'est construit un monde à partir des mots de mensonge. Hein. Et là, une fois de plus, je me suis dit, c'est la seule voie pour rester sain d'esprit, pour garder le Nord, et aussi la seule voie salvatrice, en quelque sorte, c'est cette confiance à l'émotionnel. Si on trouve ça dans la littérature, en peinture, je n'utiliserai pas aujourd'hui le mot culture parce que ce mot est compromis, parce qu'il fait partie de la propagande poutinienne. La culture russe est aujourd'hui vendue faisant partie du paquet de la suprématie de la nation russe. La culture russe aujourd'hui, dans la propagande poutinienne, fonde le droit des Russes d'occuper l'Ukraine. Alors, on va revenir à cette question peut-être un peu plus tard, parce que c'est une Oui, question qui est importante. c'est juste le mot que... Mais Oui, pour plein d'autres raisons. Pour plein d'autres raisons. Parce que je pense que les Russes continuent à dire culture dans le sens hegelien, qui est aussi insupportable, et qu'ils n'ont pas lu Freud, ou lu, mais une fois de plus contourné, et qu'ils lisent Benjamin et Adorno pour critiquer l'Occident et pas pour regarder ce qui se passe chez eux. Enfin, c'est un ensemble assez compliqué et je ne voudrais pas rentrer là-dedans maintenant. Je vais juste dans la deuxième partie. L'art, les artistes. Si on peut utiliser les œuvres, les poèmes, la poésie, la littérature, Voloshin dont on a parlé tout à l'heure, Mandelstam, Отравлен хлеб и воздух выпит, Mandelstam des années 30. Si on peut se nourrir des peintures, de littérature, de films, de tout ça. Moi, je me nourris beaucoup de ce qui s'écrit et se tourne en Allemagne. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est ça. Mais ce n'est pas la culture, c'est un par un livre, un film. Voilà. Si ça peut nourrir notre univers émotionnel, nous renforcer dans notre total rejet de la violence et de l'arbitraire. Je tue parce que je peux tuer. Si telle œuvre, tel film, tel livre peut nous aider à nous renforcer, à dire non à ceci, alors évidemment. Merci Olga. On va revenir sur des choses parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été dites qui sont essentielles et qu'il va falloir creuser, notamment, je suis d'accord, le mot culture et le sens de la culture. Et en même temps,
je trouve qu'il y a au moins deux choses, je dirais, qui apparaissent. Il y a deux choses, mais il y a deux choses qui me frappent. C'est premièrement le poids de la réaction individuelle, c'est-à-dire que le peuple, les gens, ben, il y a l'individu. Que fait l'individu? C'est-à-dire que la révolte, la négation, elle peut être aussi individuelle et elle commence par là. Ça, c'est une première chose. Et c'est Václav Havel aussi. C'est bon. Chacun choisit ce qu'il fait. Et une deuxième chose, c'est que ce film, justement, que vous évoquiez, montre aussi que plein de gens ne sont pas d'accord en Russie. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que, alors ça ne veut pas dire qu'ils protestent malheureusement et qui, je suis d'accord, hein, j'aurais aimé les voir remplir les rues. Mais ça veut dire que plein de gens ne sont pas d'accord en Russie avec ce qui se passe. Je lisais aujourd'hui une statistique qui paraît que l'utilisation de calmants, antidépresseurs, a augmenté de plus de 50% depuis l'année dernière. Alors, en même temps, vous savez, vous vous dites, bon, des fois, quand on a une vraie dépression, il faut en prendre des antidépresseurs, mais je veux dire, des fois, l'action, ça règle aussi des problèmes, quoi. Hein, mais en tout cas, la société russe est profondément, ou une partie de la société russe est profondément malade de cette guerre. On va y revenir. André. Alors, André, il a une différence par rapport à nous, c'est que André n'est pas lié, par exemple, à des institutions officielles. C'est-à-dire, mais ça, c'est une chose pour moi essentielle. Je n'ai jamais, en aucune circonstance, jamais de ma vie, accepté rien à voir avec quoi que ce soit d'officiel entre la France et la Russie et quoi que ce soit en Russie. Jamais. Non mais... Ah, arrêtez. Bon, ça c'est... Jamais. Par conséquent, je ne me suis pas réveillé le 24 février. Et le 23 février, le régime était tout aussi monstrueux que le 24. Et les tortures dans les prisons et la misère des gens, elle était la même. Et après, de savoir qu'est-ce qu'on fait à partir du 24, si on se réveille le 24 ou pas, ça c'est une question personnelle. Mais moi, jamais, en aucun cas, je n'ai rien fait avec le pouvoir russe. Ni d'ailleurs avec les autorités françaises. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis 2013, enfin bon, ma famille, voilà, ma mère est russe de Pétersbourg, et dans l'histoire de la famille, c'est clair que, comment vous dire, l'Union soviétique et le socialisme et la victoire du socialisme n'est pas foncièrement considéré chez nous comme le but à atteindre, disons ça comme ça. Grand-mère déportée, je crois. Oui, ma mère est née en Sibérie, mais bon, elle n'a pas connu son père, mais bon. Mais mon père, juif polonais comme tout le monde, était un militant communiste. Et il était un militant communiste parce que son père était un militant communiste de Pologne. Et il était, lui, enfant caché pendant la guerre. Il est né en 29, il a été caché pendant la guerre. Et pour lui, la chose était absolument évidente. Qui lui avait sauvé la vie? C'était l'Armée rouge. Et il n'y avait pas de discussion sur ça. Ce qui s'est passé là, la nouveauté pour moi, n'est pas la monstruosité du régime de Poutine, mais autre chose. C'est le discours théorique qui a été employé par les turiféraires du régime de Poutine, et en particulier par Elianov. Voici un article extraordinaire d'un gars qui s'appelle Timofey Sergeev, que je ne connaissais pas. Que personne ne connaissait. Voilà. Et qui explique, et qui en gros explique non seulement que l'Ukraine n'existe pas, mais qu'il faut tuer les élites et qu'il faut vivre pendant que les Ukrainiens sont des nazis parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont russes, et que si tu ne comprends pas que tu es russe, donc tu es nazi, et qu'il faut qu'ils vivent dans la misère pendant 25 ans pour qu'ils comprennent. C'est écrit en toutes lettres. C'est-à-dire que le saut, il s'est passé
ce qui s'est passé le 24 février est de fait un saut ontologique. C'est-à-dire que le régime qui, d'une façon ou d'une autre, vrai, pas vrai, avec des millions et des millions de morts, j'allais dire indus, parce que le sacrifice de l'Union soviétique, des peuples de l'Union soviétique pour vaincre Hitler a été quand même quelque chose d'inouï. On se discute de savoir si c'est 20 millions ou 27 ou plus. 42. Ou 42, ouais, il paraît que 42, c'est pas vrai, mais enfin, bon, bref. Mais c'est-à-dire, c'est inimaginable. On parle des morts, on ne parle pas des blessés, on ne parle pas des gens traumatisés, des destructions, etc., etc. Et donc, le discours de Poutine est en ce moment le discours de l'armée allemande vis-à-vis non pas des Juifs, mais disons des Polonais, des Biélorusses, des Ukrainiens, c'est-à-dire de peuples considérés comme esclaves. La seule différence est que le mot esclave n'est pas employé. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale pour moi. La deuxième chose, et qui explique ce que je vais essayer de... ma position, qui est très simple. Oui, la culture, je ne sais pas ce que c'est que la culture. Qu'est-ce que c'est que la culture russe, comme qu'est-ce que c'est que la culture française? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et Dieu me préserve de le savoir. Parce que rien n'est pire que les essentialismes. Oui, la culture est une arme militaire pour le régime de Poutine. Mais il faut savoir quelle culture. Tout ce qui signifie pour moi quoi? Que toute, manifestation culturelle qui, d'une façon ou d'une autre, est subventionnée ou à l'aval du pouvoir russe, est à proscrire. Pas parce que c'est russe, mais parce que c'est complice de génocide. Deuxièmement, sont à boycotter, c'est-à-dire pas à boycotter, mais à désigner comme complice de génocide toute personne, intellectuelle ou pas, qui soutient ce qui se passe en Ukraine. C'est simple comme bonjour. Je rappellerai qu'en 2017, quand il y a eu au Salon du Livre une délégation russe, je n'ai entendu personne sauf moi pour protester contre l'avenue de Prilepine. Moi? Ben, je ne t'ai pas entendu. Si. Moi? Bon, bah, très bien. Moi. Mais voilà, hein, mais disons, si tu veux, bon, on était deux. Hein. Voilà. Non, mais ça, on va y revenir voilà. sur Prilepine. Parce que, bon. Ouais. Et ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Après, est-ce que ça a changé quoi que ce soit à mon attitude vis-à-vis de la langue russe, de la culture, de la poésie? Absolument pas. Absolument pas. Les écrivains que je traduis, les poètes que je traduis, ont toujours écrit, non pas contre, mais malgré le pouvoir. Je n'ai, me semble-t-il, alors j'ai traduit tout Dostoïevski, mais justement, je n'ai pas traduit les articles. Parce qu'il y avait dans les articles de Dostoïevski des passages, comment vous dire, d'un antisémitisme et d'un nationalisme direct. Pourquoi j'ai traduit, je peux en parler 2 minutes? Pas 2 minutes, 1 minute. Pourquoi j'ai traduit les romans? Il y a évidemment des passages nationalistes et antisémites dans les romans. Mais qui, dans l'Idiot, parle de la haine de l'Occident ou de la haine de la modernité? Pas Mishkin, pas Rogojine, mais Lebedev, le bouffon.
Dans les démons, il y a des passages cités des articles de Dostoïevski sur le peuple russe théophore. Mais qui les dit? Chatov. Et quand il les dit? Au moment où sa femme accouche et qu'il ne se rend pas compte qu'elle accouche. C'est-à-dire que dans les romans de Dostoïevski, Dostoïevski, journaliste, est le bouffon de l'écrivain. Et c'est aussi pour ça que j'ai traduit ça. Est-ce que je continuerai à travailler et à aimer la littérature russe? Évidemment que oui. Ça ne change pour moi strictement rien, parce que ce qui est venu le 24, on le voyait depuis des années. Alors j'étais surpris par la violence de la chose, c'est-à-dire par la soudaineté. Moi, ce qui m'a frappé le 24 février, c'est pourquoi ce n'est pas arrivé avant. Et pourquoi Poutine a attaqué Zelensky et pas Porochenko? Porochenko était un nationaliste beaucoup plus affirmé, beaucoup plus clair. Et il attaquait d'une façon beaucoup plus claire la, entre guillemets, russité. Dieu me garde de savoir ce que c'est que la russité. Pourquoi il a attaqué Porochenko? Parce que, me semble-t-il, la tentative de Zelensky, pourrait attaquer Zelensky, parce que la tentative de Zelensky commençait à marcher. Et ce qui marchait, c'était l'établissement d'une démocratie, d'une expérience démocratique. Et ce que Poutine a attaqué, c'est évidemment l'Ukraine, mais ce n'est pas que l'Ukraine. Et je dirais, malheureusement, ce n'est pas essentiellement l'Ukraine, même si, évidemment, c'est l'Ukraine. Et que cette attaque de l'Ukraine fait suite à une politique constante de l'Empire russe, pas des premiers bolcheviques, mais de l'Empire russe, de colonialisme, tout bête, hein, je veux dire, comme étaient colonialistes tous les empires. Pourquoi? Justement, ce qu'il attaque, c'est la démocratie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors après, je ne veux pas trop parler, après, il y a les réactions des Ukrainiens. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire des Ukrainiens? Ça dépend de qui. Ce que j'ai entendu dans la bouche de Zelensky et des gens autour de lui est absolument extraordinaire. Parce qu'il n'y a aucune attaque contre ni le peuple russe, ni la culture, aucune. Il y a évidemment une condamnation, comment le faire autrement, de ces hordes de barbares qui sont là, et du régime qui les arme, évidemment. Et voilà. Mais il n'y a pas comment dire, c'est Dostoïevski ou Lermontov. Ces derniers temps, j'ai vu beaucoup d'attaques contre Lermontov. Bon. C'est pas parce qu'un nationalisme t'agresse, un nationalisme énorme, monstrueux, t'agresse, que toi-même tu n'es pas nationaliste. Et j'ai toujours condamné, toujours, le nationalisme ukrainien. Ça, c'est vrai. Simplement, en ce moment, le rapport de force fait que le pouvoir de nuisance, la monstruosité de ce qui se passe est incomparable. Mais Bandera ou Chouchevitch... On ne va pas parler de Bandera, on est d'accord. Excuse-moi, je dis ce que je veux. Oui, mais on est d'accord. Mais Bandera et Chouchevitch sont pour moi ce qu'ils sont, c'est-à-dire des nazis. Point final. Non, mais ça, pour c'est ça, tout. Voilà, ça j'ai dit. Non, mais on est bien. Enfin, non, mais tout le monde ne sera pas d'accord. Mais voilà. Il y a 75 ans et qu'actuellement. Non, attends. Non, on est d'accord. On va en parler, on va faire un débat une autre fois, juste parce que l'âge de. Mais j'ai dit ce que je voulais dire. Point. Mais c'était extrêmement précieux. C'est juste que Bandera, je sais que après tout le monde s'enfonce dedans et que les gens se. Et je pense qu'on est d'accord sur le fond.
Merci André, je suis désolée de... Non, non, mais j'ai Non, fini. parce qu'il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Et moi, j'aimerais revenir, parce que je pense qu'on est d'accord sur plein de choses. On va être d'accord sur Bandera, on va être d'accord sur l'atrocité. Moi, je voudrais revenir quand même sur une chose, une différence entre vous deux. C'est la position d'André m'est très très proche, c'est-à-dire de dire, bon, Poutine, ce qu'il fait, c'est monstrueux. On va débattre d'une autre question qui est, bon, justement, le soutien que lui apporte la société. Il était question de Lermontov. Il y a un très beau texte de quelqu'un que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est Volodymyr Yermolenko, qui est un jeune intellectuel ukrainien, absolument brillant. Sa femme est absolument brillante. Tous les deux sont, je dirais pas sur le front, mais ils sont sur le terrain à apporter une aide. C'est-à-dire, ils se mouillent, ils ont mis leurs enfants, ils ont, je sais pas, entre 35 et 45 ans, ils ont mis leurs enfants de côté et ils sont sur le terrain, ils apportent des ravitaillements, ils se battent pas une arme à la main, mais ils sont en permanence sur le terrain. Et en même temps, ils écrivent des textes, ils font des podcasts pour expliquer et pour dire voilà ce que c'est l'Ukraine, voilà ce qu'est la culture ukrainienne. Et ils font vraiment un travail qui est absolument admirable. Son épouse Tatiana devient, je dirais, de plus en plus fatiguée, de plus en plus maigre, mais ce sont des gens qui se battent, pas un fusil dans les mains, mais qui se battent. Et il a écrit un très beau texte, justement, où il explique, qui a été publié sur Desk, donc vous pouvez le lire en version française, et où il dit, mais en fait, les sources, alors c'est intelligemment dit, hein, contrairement à certaines choses qu'on voit passer, mais les sources de ce qui se passe actuellement, c'est un impérialisme, c'est un colonialisme qu'on a, par exemple, chez Lermontov, qu'on a chez Pouchkine, et c'est pour ça que je crois qu'à Odessa, où ils sont menacés, je dirais, de bombardements quasiment chaque jour en ce moment, ils envisagent de renommer la rue Pouchkine, alors que Pouchkine a toujours été... Ils changent tous les noms tous les noms liés à la Russie, ils changent tous les noms liés à la Russie. Ce qui est quelque chose d'invraisemblable, parce que Pouchkine est aussi lié à Odessa, mais enfin bon. Et donc, il écrit, bon, il y a ces vers de Brodsky qui ont circulé, et je dirais, en fait, on a vu des textes, je dirais, beaucoup moins intéressants que celui d'Yermolenko dire, mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ça s'explique par l'impérialisme et le colonialisme qu'on trouve dans la culture russe depuis Pouchkine, qu'on trouve chez Dostoïevski, qu'on trouve chez Tolstoï. Alors moi, j'avoue que je ne suis pas tellement ça. Je pense que, voilà, André n'est pas tellement d'accord. Olga, vous, quand tout à l'heure, vous disiez la culture russe, alors effectivement, qu'est-ce qu'on entend par ça, fonde, en tout cas, la conscience d'une espèce de suprématie ou le discours sur une suprématie. J'aurais bien aimé que vous discutiez, parce que cette suprématie, elle est là aussi, d'une certaine manière. Oui, je pense qu'il y a en Russie une forme d'idolâtrie de la culture, que les Russes que je connais sont extrêmement conscients de la valeur, de la richesse, de l'extraordinaire potentiel humain, notamment humaniste, de leur culture, et ceci depuis le 19e siècle, quand l'idée même de la culture est née dans la philosophie allemande. Et je pense que ce mot culture est souvent utilisé dans le passé, c'est-à-dire on pense de la culture du passé. On ne parle pas de ce qui s'écrit, de ce qui se filme aujourd'hui. Il y a des choses merveilleuses. Il y a des artistes contemporains qui font des choses extraordinaires. Il faudrait réunir des anthologies de ces poésies. Il faudrait écrire des articles sur ces artistes-là. Je vois tous les jours des œuvres extraordinaires. Mais est-ce qu'on peut dire que voilà. Pouchkine, au bout du compte, fonde
écoutez, ce qui se passe actuellement, premièrement, au contraire que voilà. Pushkin, c'est le... Donc, je pense un peu notre conviction commune, c'est le contraire de ce qui se passe deux actuellement. réponses. Deux réponses. Une réponse, c'est vis-à-vis de ce qui se fait aujourd'hui en Ukraine. Oui. Je pense qu'on n'a pas à ouvrir la bouche. Excusez-moi. On, c'est qui? Nous, les Russes. On n'a pas à qui que ce soit, n'importe qui. Ils sont chez eux, et de quoi on se mêle? Ils font ce qu'ils veulent. Chez eux, bien sûr. Ils font ce qu'ils veulent. Ils enlèvent les monuments, ils débaptisent les rues. Ils sont chez eux. Oui. Ils sont occupés. Oui. Ils sont violés. Ils sont tués chez eux. Un pays souverain. Ils sont chez eux. Ils font ce qu'ils veulent. On est d'accord. Ma mère, qui a vécu sous l'occupation, ne pouvait pas entendre, jusqu'à sa mort en 2011, entendre parler un seul mot en allemand. Les Ukrainiens font ce qu'ils veulent. Quand est-ce qu'ils vont pouvoir entendre le nom de Pushkin? Moi, je suis du côté de l'Ukraine. L'Ukraine, pour moi, aujourd'hui, est un nom sacré. Je dis Ukraine et je tremble. Excusez-moi, mais c'est aussi, je ne dirai jamais ce qui doit être. Je parle que de mon expérience. Je ne dirai pas ce qui doit être aboli, ce qui doit être interdit. Ça m'est indifférent. Je dis juste, ne jugez pas l'Ukraine. Voilà, ça c'est une chose. Et deuxième chose, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai envie de se souvenir. J'aime beaucoup un personnage qui s'appelle Fritz Bauer. C'était un procureur allemand d'origine juive qui a instruit le procès d'Auschwitz en 1963. La personne clé pour le mouvement anti-nazi en Allemagne. Il a réussi ce procès qui était quasi perdu d'avance parce que personne ne voulait en 1963 se souvenir de ce qui s'est passé. Et c'est lui qui a sauvé l'Allemagne. L'Allemagne qui existe aujourd'hui, c'est grâce. S'il n'y a pas de Poutine en Allemagne, c'est parce qu'il y a eu Fritz Bauer. Alors Fritz Bauer a réussi à organiser ces procès parce qu'il s'est mis à parler publiquement à la télévision. On a vu ce magnifique film de Lars Kraum, Fritz Bauer, Gegen der Stadt, voilà. Et donc, là, il y a une scène, et c'est vrai, c'est dans les archives, c'est sur une recherche historique formidable. Donc, il parle aux jeunes Allemands qui lui disent, aujourd'hui, après tout ce que nous avons fait, parce que la responsabilité collective est complètement déjà intégrée, moralement et juridiquement, doublement, dans la conscience allemande. Donc, avec toute la responsabilité que nous avons vis-à-vis de ce que nous avons fait, les Allemands, est-ce que nous pouvons aujourd'hui être fiers de Goethe et de Schiller? Est-ce que nous pouvons être fiers de ça? Et Fritz Bauer répond non. Pour moi, ce nom est absolument sacré. Ce nom de Fritz Bauer, il dit non. Vous pouvez être fiers uniquement de ce que vous, les jeunes Allemands, aujourd'hui, faites vous-même. Voilà, je pense que le temps est grave, vous savez. Il y a un poème, je ne sais plus de qui, une ligne de ce poème qui pour moi est de très haute poésie. Есть в наших днях такая точность. Il y a à notre époque cette précision. Voilà, cette précision. L'heure est grave, vous voyez, et je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, chacun de nous. Pas Pouchkine, mais arrêtez, on rigole. Qu'est-ce qu'on fait, nous, chacun de nous, aujourd'hui, ce qu'on sent? Si on ne peut pas parler, on peut sentir, comme ces jeunes filles de l'Ochak. On peut sentir, on peut respirer pour l'Ukraine. Si on ne peut pas dire, si on est arrêté pour dire. On peut parler quand on peut parler, on peut faire quand on peut faire. Ce qu'on fait aujourd'hui, là, ça c'est la culture, ça c'est notre culture. Ça... Et ensuite, notre d'aujourd'hui, de nous, de gens, nous sommes anti-nazis, nous sommes antifascistes, nous sommes contre cette violence et cet arbitraire. Nous disons non et nous utilisons ceux qui peuvent, tous les moyens à notre disposition. Nous écrivons, nous parlons, nous nous rencontrons, nous disons non à ce qui se passe et nous tâchons par tous les moyens que ça s'arrête parce que je suis désolée.
il y a une chose dont je ne suis pas d'accord avec André, c'est que c'est la même chose avant et le 24 et après le 24. Mais chacun a sa façon de vivre. В этом мы не согласны, и в этом и заключается коренная вещь между нами. On va parler en français, donc c'est une différence essentielle entre deux. Je pense que, excusez-moi, mais je ne suis pas dans la théorie là. Mais il y a un moment où on assassine quelqu'un. Il y a un moment où la personne a été encore vivante. Et il y a un moment où on commence à assassiner cette personne. Il y a une différence. Oui. Il y a une différence. Et vous dites, tout le monde savait que ça va être, que ce méchant viendra et qu'il va assassiner. Non. Eh bien, écoutez, chacun a essayé de résister à cette pensée parce qu'elle est trop insupportable. Et quand il est venu, il a commencé, l'assassin, son affaire devant tout le monde en exhibant ce qu'il fait. Poutine a dit la veille, Mir pragnots. Vous qui aimez les mots pragnots, il utilise le jargon des criminels le plus sordide, sexuel. Écoutez, il y a une chose, Alberti disait, quelle est les deux choses les plus semblables au monde? Alberti est un grand humaniste italien. Qui sont les deux choses les plus semblables au monde? C'est un homme vivant et le cadavre. Seulement quand l'homme regarde le cadavre, il vomit la mort. L'homme vivant, la vie vomit la mort. Moi, je vomis la guerre. J'invite tout le monde à vomir cette guerre aujourd'hui et faire de ça, de cette action, notre culture et notre arme, de cette émotion-là, et de réunir autour de nous cette jeune fille russe qui aujourd'hui, elle ne peut rien faire, mais elle fait des photos. Elle fait ses photos devant des plats, sur des balançoires, en petite robe d'été, comme tout le monde aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas savoir. Elle fait ça et elle met de la couleur rouge autour de la bouche et sur les mains. Et elle dit, l'été est arrivé, devant son assiette recouverte de sang. Ça, c'est de la culture pour moi, vous voyez? La culture aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on écrit aujourd'hui. Chacun de nous, chacun peut faire quelque chose, ne serait-ce que sentir, vomir cette guerre. Pouchkine, demain, après-demain, on verra. Franchement. Je crois qu'on va tous être d'accord pour vomir cette guerre. Mais moi, je voudrais quand même revenir, parce que je pense pas qu'on... Je suis absolument d'accord avec vous là-dessus, sur la nécessité d'être dans l'actualité. Moi, je voudrais quand même revenir, notamment parce que je voudrais vous emmener sur un point dont on a déjà un petit peu discuté. Et face à Bauer, moi j'ai la plus grande admiration pour Fritz Bauer, mais je voudrais citer une autre personne, peu de gens connaissent ou se souviennent, son nom m'échappe, ça va me revenir dans exactement 2 secondes, qui a été commissaire de la République à Toulouse, juste après la libération en 1945. Normalement, ça devait être Cassou, donc qui par la suite a créé le mouvement, le musée d'art moderne, et Berthaud, ça a été Berthaud, nommé par De Gaulle. Pourquoi Berthaud? Berthaud, bon, De Gaulle le connaissait, résistant dans la région toulousaine depuis 1940, emprisonné, qui n'a cessé de lutter contre les nazis et contre l'occupation allemande à Toulouse. Berthaud était universitaire, Berthaud était germaniste, Berthaud connaissait dans tous ses détails la culture allemande, et je suis d'accord que le mot, si on a du temps on y reviendra, je dirais à des sens un peu différents en France, en Russie, en Allemagne, c'était, il connaissait Goethe, il connaissait Schiller, il connaissait, je dirais, cette culture. Et je cherchais hier, et je n'ai pas retrouvé l'endroit disait, il fallait toujours distinguer le régime nazi contre lequel je me battais de la culture que j'aimais et du peuple qu'elle avait formé. Je voyais Blanche, là, qui pousse un grand soupir, qui, un jour, il n'y a pas très longtemps, écrivait sur Facebook... c'est Manoukian qui meurt en disant... J'ai cité cette phrase-là, voilà, que je meurs sans haine pour le peuple allemand. Le peuple, on est d'accord, hein, le peuple, mais bon,
C'est-à-dire qu'au-delà des nazis, ouais, bon, et des nazis actuels, il y a quand même, oui, des auteurs. Il y a quand même, oui, une culture qui est universelle. Il y a quand même, oui, des pensées. Et il y a ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est-à-dire, grosso modo, vous savez la question que je vous pose, que je me pose. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver en Russie? Si on pose à certains Ukrainiens ou pré-Ukrainiens, ils vont nous dire non, annihilez tout, vous cancel l'ensemble parce que ces gens nous envoient des bombes. Et je comprends leur réaction émotionnelle parce que, bon, j'aurais la même à leur place. Mais en même temps, je me dis, bon, je ne peux pas dire en mon âme et conscience, même si je vois des éléments d'impérialisme chez Lermontov, même si j'adore Brodsky, mais même si je vois ces vers sur l'Ukraine qui sont insupportables, et je lisais le texte que je vous ai envoyé de mon cher Venslova qui dit c'est de la connerie, je lui ai dit il ne faut pas les publier, il ne les a pas publiés, il les a lus, parce que ces textes, ces vers sont... C'est-à-dire qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est quand même ce sur... Si vous voulez, parce que le problème, c'est, OK, il va continuer jusqu'à quand à raser des villes? Et jusqu'où il va raser des villes? Jusqu'au moment où il sera battu, point final. Jusqu'au moment où on l'écrasera. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va permettre la reconstruction de la Russie, même si ça prend 100 ans, et ça prendra 100 ans? Cécile. Ouais, vas-y. Je me sens pas bien. Comment vous dire ça? Et même pas bien du tout. Parce que je trouve qu'on dit beaucoup de... Enfin, je ne mettrai pas de substantif. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence par Zoom avec des professeurs de russe de différentes universités ukrainiennes, dont des gens de Mariupol. Il n'y a pas d'université. Il y avait une grande université à Mariupol. Tout a été absolument détruit, rasé. Tout le monde a été soit massacré, soit déporté, soit a pu se sauver. Il reste à Mariupol quelques étudiantes, pas des hommes. Et on a parlé ensemble de leur passion, qui était la poésie russe. C'est les Russes qui ont détruit tout. Oui. Mais si c'est une passion, la culture, qu'est-ce que c'est d'autre? Si tu vis de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. D'autre part, qui dit que la culture doit être du côté du bien? Excusez-moi. Ben oui, je suis désolé. Qui dit que la culture doit être du côté du bien? Qui a dit ça? C'est une bêtise. Oui, mais nous, excusez-moi, j'ai pas pas fini. Du côté du bien, non? Non. C'est très facile de se dire du côté du bien. Non, c'est très confortable. Oui. C'est la vie, le bien, et c'est la mort, c'est le mal. Écoutez, moi, je suis très heureux que vous soyez heureuse. Je suis malheureuse comme mes pieds pour les Ukrainiens. Voilà. Mais c'est très bien d'être du côté du bien, et c'est très bien d'être contre le mal. Mais sorti de ces truismes, peut-être on peut essayer de faire un peu autre chose. Donc voilà. J'ai traduit, sans parler l'allemand, mais avec des étudiants allemands, des poèmes de Paul Celan. J'ai traduit aussi des poèmes que les Allemands considèrent comme des poèmes nationalistes allemands, de Hölderlin, au fleuve allemand.
Et j'ai montré, et j'ai découvert, mais je le savais, mais j'ai montré aux étudiants allemands qui lisaient ça comme des hymnes à l'hitlérisme, en disant mais quelle honte, etc., qu'en fait, la forme de ces poèmes était une forme grecque. C'était des strophes alcaïques. Et que ce n'était pas du tout sur l'Allemagne. C'était sur le rapport avec la culture grecque. Et voilà. J'ai peu d'illusions sur le philosémitisme de Wagner. Et alors? Que j'aime pas, que j'aime ou que j'aime pas, que je boycotte ou que je boycotte pas. Et alors? C'est pas ça qui empêchera Wagner d'être Wagner. Est-ce que moi j'ai besoin de Wagner? Oui. Est-ce que d'autres ont besoin de Wagner? Non. Ah ben c'est très bien. Et c'est tout. Maintenant, dans la littérature russe, est-ce qu'il y a quelque chose à sauver? Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? C'est tellement... Mais est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans la poésie espagnole du XVIe siècle? Pendant qu'il y avait la grande poésie espagnole du XVIe siècle, il y avait un génocide comme on a rarement vu en Amérique du Sud. Est-ce qu'un seul des poètes espagnols ont dit quoi que ce soit contre? Pas du tout, trouvez ça normal. Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Et alors? Ça nous plaît, ça peut ne pas nous plaire, mais c'est comme ça. Je suis un grand admirateur des poèmes d'Ezra Pound. Je ne suis pas un fanatique des idées d'Ezra Pound. Ben oui. C'est-à-dire vouloir annuler, c'est se donner beaucoup d'importance. C'est juste vain. Ça fait plaisir parce qu'on a l'impression qu'on est dans l'action. Mais c'est vain. Après, justement, est-ce que c'est la culture russe? Qu'est-ce que c'est que le rapport à la culture? C'est une chose strictement personnelle, intime. Mais on connaît tellement de gens cultivés qui sont des monstres dans leur vie privée, dans leur vie quotidienne, dans leur vie. Moi, j'ai toujours cet exemple de un des types là, de Einsatzgruppen, un des chefs, je ne sais plus, Ollendorf, ou je sais pas, qui était un type d'une culture absolue. Ouais. Et alors, est-ce qu'on n'a jamais vu un seul fait culturel arrêter un assassin? Je veux dire, d'un point de vue global. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi veut-on que la culture sauve les gens? C'est idiot. Elle sauve une personne si elle la sauve. Et à mon avis, elle ne la sauve pas, elle la rend encore plus, comment vous dire, incertaine. Et si cette certitude disparaît, si cette incertitude disparaît dans la vie, alors revient le monstre. Et ce que veut le fascisme, quel que soit le fascisme, c'est la certitude. Et c'est tout. Alors, c'est pas rassurant, c'est pas gentil, c'est pas... Et c'est comme ça. Et tout le reste est un rapport strictement privé, intime avec les choses, sur lequel on a le droit de rien. Moi, je ne raconterai pas mon rapport à la culture. C'est bon, tout mon travail est là. Et comme je l'ai dit, rien pour moi, de ce point de vue-là,
n'a changé dans le cadre. Même si j'ai été très, comme qui dirait l'autre, et même si en ce moment, sur mon Facebook, je ne peux parler quasiment que de ça. Parce que c'est pas que le reste. Je tiens sur Facebook une espèce de journal d'écrivain depuis donc 10 ans, tous les 2 jours. Mais je me souviens que j'ai fait une fois une analyse comparée des chaises longues. Je peux parler de ça? 2 secondes. On est tombé à Rostronin, en centre-Bretagne, sur des chaises longues en Gwenadu, en drapeau breton. Et puis vous aviez aussi la serviette de bain en Gwenadu, mais vous n'aviez pas comment dire, la serpillière en Gwenadu et pas le slip en Gwenadu. Ça, vous n'aviez pas, parce que c'était spécifié, il ne fallait pas s'asseoir dessus. Et le même jour, j'ai vu des chaises longues avec des rubans de Saint-Georges russes. Et vous comprenez, c'était la même chose. Alors, naturellement, il y a une différence radicale de puissance, mais le discours était le même. Nous. Alors, quand c'est Poutine qui dit nous, et que tu vois à côté de la chaise longue en drapeau de Saint-Georges des images de, comment dire, de pulls où tu as des chars, tu vois, pulls de femmes à motif de chars d'assaut. Tu dis, tiens, ça c'est quelque chose. Il n'y a pas ça en Bretagne. Il n'y a pas ça en Bretagne. Il n'y a pas ça en Bretagne. Sinon, on serait mort. Mais, et là, tu commences à discuter. Mais qu'est-ce que c'est que ce nous qui se crée, qu'on vend, qu'on montre? Et là, c'est un sujet de réflexion, d'étude. C'est quoi nous? Qu'est-ce que c'est l'identité? Ça, c'est un sujet. C'est quoi? Et tout ça fait que le travail devient incertain. Et justement, comme disait Cécile, et c'est sur ça que je suis d'accord avec elle, complexe. Et indifférent. C'est-à-dire que tu peux aimer ou ne pas, tu peux refuser ou ne pas refuser Pouchkine ou qui que ce soit, ça ne changera rien. Oui. Attends, non, après je laisserai la parole. Après, juste voudrais, mais après il y aura un débat. Je voudrais juste quand même revenir sur une petite chose, parce que... C'est bête qu'on n'ait pas de bouteille d'eau. Oui, en plus je voulais en prendre, j'ai oublié. Bon, je suis désolée. Parce qu'on est intervenant, mais on est aussi des êtres humains. Ça dépend des fois. Attends, laisse-moi parler, laisse-moi embrayer, parce qu'il y a un truc qui me paraît important. Tout me paraît important d'ailleurs dans ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que Pouchkine ne va pas disparaître et que Pouchkine s'en fiche de ce qu'on peut penser de lui. Sauf qu'actuellement, on voit des jeunes Ukrainiens et des moins jeunes et des journalistes qui sont spécialisés dans la culture en Ukraine, qui écrivent des textes, qui font des images. Vous avez tous, je pense, en tête cette image où on voit les ruines de Mariupol et des danseuses incarnant le ballet russe. En disant, en disant, ce ballet a causé ces ruines. Donc, même si on peut se dire, oui, bien sûr, que le rapport au mal, encore que la notion de moralité dans l'art, c'est en fait encore beaucoup plus russe qu'occidental. Ben oui. Et on peut se dire, Pouchkine, il s'en fiche de la façon dont on considère, et Pouchkine, c'est comme la Bible, je veux dire. Non, je suis d'accord. Tu trouves tout et... Attends, c'est comme la Bible. Mais, sauf que, il y a des jeunes rendus fous par la douleur de ce qui se passe, et je peux le comprendre, et effectivement, les émotions sont quelque chose, je dirais, qui disent
cette culture n'a plus lieu d'être. Ce qui est ensuite complètement instrumentalisé dans tout le discours officiel russe, qui va se servir de la moindre tentative d'occasion pour dire, regardez, suivez la page, si vous avez les nerfs solides, du Centre russe de la culture, qui est une honte, hein, je le dis des fois qui regarderaient notre émission. Hein? C'est trop bien. Voilà, mais je veux dire, franchement, ça c'est quand même la honte de la culture russe. Hein. Où ils vont utiliser chaque élément pour dire attention, en Occident, on interdit les cours sur Dostoïevski. Mais je veux dire, jamais personne en Occident a interdit les cours sur Dostoïevski. Ou de quoi que ce soit. Et jamais on a interdit un concert. Et jamais. Bon. Et pourquoi. Où est-ce que je voudrais en venir? C'est que il y a cette culture, il y a ces réactions. Il me semble important, alors je ne sais pas comment l'amener, je dirais avec douceur, mais de différencier cette culture qui de toute manière existe, on est bien d'accord, et qui de toute manière n'est pas liée au bien, au mal ou quoi que ce soit, avec l'instrumentalisation qui en est faite. Et l'instrumentalisation qui en est faite éventuellement avec énormément d'argent. Je vais par exemple poser un cas très, très clair. Je me suis un peu coltinée avec des jeunes ukrainiens qui voulaient interdire, littéralement interdire à Paris la projection, qui l'ont d'ailleurs bloquée, la projection d'un film soviétique sur la guerre. Très beau film soviétique. Sur quelle guerre? Seconde Guerre mondiale. Ah. Mais Seconde Guerre mondiale, non. Balada Soldati. La balade du soldat. Ah, ok, oui, on est d'accord. Donc, film magnifique, anti-guerre. Que moi je montre tous les ans dans le cadre d'un cours de cinéma que je fais à Rennes 2. Et je me suis rendu compte que le cinéaste était bien en Ukraine. Bon, film soviétique fait sous le dégel, c'est-à-dire je pense que c'est un film soviétique que leurs parents, leurs grands-parents ont vu et ils ont eu la même réaction que nous, c'est-à-dire qu'ils ont pleuré. Qui est absolument, si vous voulez, les premières images et les dernières images, c'est une mère qui regarde le chemin par lequel son fils est parti à la guerre. Elle le regarde et elle l'attend à la fin et elle sait qu'il ne reviendra pas. Dans l'émotion, encore une fois, que je comprends, que je partage, etc., donc mouvement, il faut pas avoir ce genre de film à Paris, il ne faut pas montrer cette culture, non. Moi, essayant d'expliquer, mais c'est un film pas anti-guerre, etc. Et qu'en fait, le problème de ces choses, de ces films-là, au-delà de l'émotion et au-delà du premier réflexe, c'est bien l'instrumentalisation qui en est faite dans un certain nombre de festivals en Occident par les autorités russes. L'argent qui est mis, c'est-à-dire on a mis sur l'affiche par exemple un festival qui a suscité beaucoup d'indignation à Nantes. La question c'est qui finance ces festivals? Qui met de l'argent? Pour montrer quoi? On a des festivals de cinéma russe qui sont, et j'aime beaucoup le cinéma russe et soviétique, et j'enseigne ce cinéma russe et j'ai écrit sur ce cinéma russe et soviétique, qui sont financés par Gazprom, qui sont financés par des proches de Poutine. Alors, on va me dire, oui, mais tous les États financent ce qu'on appelle un soft power. Est-ce qu'on peut avoir un soft power financé par Gazprom, financé par leur truc, la Rosatom, à un moment où on détruit les villes? C'est-à-dire que là, on entre dans une autre dimension. Ce n'est pas la culture, c'est l'utilisation qui en est faite. Excuse-moi. Ouais, vas-y, Blanche. On est dans un truc russo-russe total qui détruit l'Afrique, paye des kilos d'exposition, fait vivre le Quai Branly. Oui. Hein? Oui. Il y a un problème qui est général. Là, on est dans. Enfin, je sais pas. On est enfermé dans quelque chose comme si la question russe c'était particulier. Même les problèmes de ce qui se passe à Moscou, dans la culture, est-ce qu'ils ont le droit de continuer à être au théâtre? Pensons à ce qu'était l'occupation. Oui. Et on est assez vieux les uns et les autres pour avoir compris. Pour se souvenir de l'occupation, non. Si. Que les autres, non. On pouvait avoir une vision noire et blanche
de qui faisait quoi pendant l'occupation. Mais bon, je pense au dernier métro ou à certaines choses, on est devenu grand. On sait que tout est compliqué. Oui. Mais Blanche, l'éthique personnelle n'a rien à voir avec le relativisme historique. Mais Ce je sont ne parle deux pas choses qui n'ont d'éthique rien- personnelle. Mais Je si, parle... c'est de ça dont on parle, c'est de parler Non, de chacun bah, c'est de bien nous face, et c'est pas de remettre en perspective historique, de dire les Babyloniens, les Sumériens, etc., la guerre, la culture avec un cas hegelien de tout temps, ça suffit, on ne peut plus entendre ça aujourd'hui. Ah, La bah, question, c'est chacun, c'est des personnes individuelles qui sont venues, on ne va pas émettre un jugement en disant on va supprimer ci ou ça, chacun a le droit de sentir les choses, mais de s'abriter derrière ses précédents historiques, c'est exactement ce que font les intelligents russes qui ne font rien pour que les choses changent, en disant ah oui mais vous aussi en Occident, et les guerres de religion, et les Aztèques, et les Espagnols, etc. etc. Donc tout ça on ne peut pas l'entendre aujourd'hui. Ouais. C'est fini. Pardon. Non, mais... Est-ce que je peux Olga, répondre? Oui. Répondez. Ouais. Je voudrais répondre à André et je voudrais quand même dire que je suis vraiment pas d'accord. Oui, mais justement, on est, Vraiment pas on est d'accord. fondamentalement pas d'accord. Ouais. Mais on est d'accord sur l'appréciation fondamentalement, de la guerre. fondamentalement pas d'accord. Et Mais vous ça- savez il y a deux choses. Il y a deux choses sur lesquelles je suis vraiment pas d'accord. Sur implicitement votre définition de la culture, Je définis pas premièrement. la culture. Vous ne définissez pas, mais implicitement, vous la définissez quand même, Comment? comme étant en dehors des questions du choix entre le bien et le mal. Donc, vous définissez la culture. Alors que pour moi, je vous réponds, n'est-ce pas? Vous avez quand même assez largement parlé. Je vais très Certes. discrètement, Votre Majesté, vous répondre, Allez-y, Olga. très brièvement. Allez-y. Donc, je ne suis pas d'accord. Je pense que la base de toute culture, c'est l'intention du bien. L'intention du bien. Et que l'un des fondements de la culture, c'est la morale et c'est la jurisprudence. C'est là-dessus que la culture est bâtie. Et je suis absolument convaincue que Pouchkine aurait été d'accord avec moi de cette intention du bien. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, а не злые. L'intention du bien. Il est dans l'intention du bien avec son Mozart. Je suis entièrement pas d'accord avec vous. Et si ça vous est égal que Wagner était antisémite, c'est très très bien assis dans une loge de théâtre, mais pas à Auschwitz et pas à Treblinka. Hein. Là, je ne suis pas sûre que vous aurez écouté du même oreille les opéras de Wagner. Premièrement. Deuxièmement, excusez-moi, Oui. c'est, là je parle en intellectuel. Hein. Et donc je parle du régime du discours, du régime historique du discours. On n'a rien contre la poésie espagnole du XVIe siècle. Aujourd'hui, au XXIe siècle, d'accord. Parce que nous ne sommes pas en face des crimes de l'Inquisition. Laissez-nous un peu de temps. Quand cette guerre sera finie, j'espère par la victoire de l'Ukraine, quand ce pays souverain sera libéré entièrement de l'occupation russe, quand ils vont reconstruire leur ville, quand ces milliers d'enfants reviendront en Ukraine, les enfants exportés comme de la viande. Vous vous rendez compte ce qui se passe là-bas en ce moment? Moi, j'ai vu les familles des Ukrainiens à Paris, traumatiser les enfants qui ne peuvent pas parler après ce qu'ils ont vu. Après, nous parlerons à nouveau de la grande et belle littérature russe, du passé. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'intégrer le régime du présent. Parce que ça permet d'être dans le réel et de rétablir le lien avec soi-même, avec la réalité et avec ce qui se passe. Rétablir le lien. Pas ce qui s'est passé pendant l'occupation. Parce qu'on n'est pas dans le réel, on est dans le post-réel. Vous parlez de ce qui s'est passé il y a longtemps. Vous avez une vision
sur ce qui s'est passé il y a 60 ans. Oui, mais Olga, quand On vous ne peut parlez pas. de Fritz Oui. Bauer, c'est la même référence. Avec, je dirais, Sur le réel. C'est ce qui se passe c'est-à-dire que ce qui aujourd'hui. s'est passé, Fritz Bauer, c'est une référence qui nous est utile Oui, aujourd'hui. oui. Comme Mais cette l'occupation référence, nous est utile je la sors uniquement, Fritz Bauer, je la sors uniquement parce qu'il permet de rappeler ce régime du présent, qui est le régime juridique et qui a un régime moral. Et je pense qu'aujourd'hui, ces deux aspects juridiques, premièrement, il faut définir très clairement les choses juridiquement. Deuxièmement, moralement, deux régimes. Le régime du présent, j'insiste, le régime juridique, le régime moral. Maintenant, si on veut se nourrir de quelque chose d'artistique, parce que ça fait chaud au cœur, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de la belle poésie qui s'écrit, ukrainienne notamment. Ukrainienne, oui, j'insiste, en langue ukrainienne. Et personne je comprends que c'est votre travail. Vous ne faites pas partie des institutions, mais c'est votre métier, c'est votre boutique. La culture russe. Donc, vous ne pouvez pas arrêter. Évidemment, je suis désolée. А сказать красиво, что, так сказать, бросить, что я принадлежу к каким-то институциям? Non. Окей. En tout cas, juste il y a une chose, je rebondis en fait sur ce Non, je rebondis, c'est moi, le chef ici. Et puis ensuite, je vais donner la parole à la salle. Je rebondis sur quelque chose qui me paraît très important dans ce qu'a dit Olga. Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup suivi tous ces appels au boycott, cancel, boycott provisoire, boycott pas provisoire. Et puis, par exemple, juste un demi-mot. Je suis absolument pas pour le boycott de quoi que ce soit. J'ai pas dit un demi-mot sur boycotter quoi que ce soit, interdire quoi que ce soit. Aimons tous Pouchkine, traduisons, publions. Je parlais absolument d'autre chose. On est d'accord, n'est-ce pas? On est d'accord. Voilà, je voudrais que ça soit totalement clair. On est d'accord. Je parlais en fait de ce que j'ai suivi quand je disais, j'ai suivi beaucoup, je dirais, les appels des Ukrainiens. Et par exemple, j'ai suivi beaucoup les appels qu'ils ont lancés au moment du Festival de Cannes, où il y a eu, je dirais, le film de Serebrennikov, le film de Loznitsa, leur rapport à Loznitsa. Bon, j'ai suivi toutes ces histoires et il y avait quelque chose qui me paraissait, pas toujours très clair dans ce qu'ils disaient parce qu'ils étaient sur le coup d'émotion, et encore une fois, je le comprends, et qui me paraissait très riche. Et là, par contre, il me semble que ça a beaucoup fonctionné, et c'est là où je rebondis, c'est de dire on voudrait que notre culture soit connue. C'est-à-dire la culture, c'est pas n'importe quoi. C'est pas. On voudrait que notre poésie soit lue. On voudrait que nos auteurs soient lus. Là, je regardais un petit peu les programmes, par exemple des rencontres photographiques d'Arles. Il y a énormément de soirées avec des projections de photographie ukrainienne sur la photographie de Kharkiv, sur la photographie contemporaine, c'est-à-dire on voit des festivals, je vois partout des festivals de documentaires ukrainiens, et ça je trouve que c'est merveilleusement positif, c'est-à-dire que le côté en tout cas positif, en dehors de ces... peut-on parler de la culture russe? Oui, moi bien sûr qu'on peut en parler, et bien sûr que pour moi elle est essentielle, y compris d'ailleurs celle du passé. Mais est-ce qu'on peut parler de la culture ukrainienne? Sûr. Est-ce qu'il faut parler de la culture ukrainienne? Bien sûr. Et je dirais qu'à chaque fois que je vois que les troupes de Poutine ont détruit une bibliothèque, je me dis, il faut que je lise ce qu'il y avait dans cette bibliothèque. Même si je le lis en traduction, je veux dire pas en ukrainien. Donc ça, je dirais, ça a été, enfin, si vous voulez, ça a trop à dire, mais ça a été, c'est quelque chose, je dirais, d'important. Est-ce que, au-delà des disputes et des conflits, parce qu'on est tous à vif, est-ce que certains ont envie de réagir? Je crois qu'il y avait une question qui voulait se poser. Oui. Oui, en fait, déjà, je vous remercie pour exposer vos émotions, parce que je pense que vous êtes dans une rue, vous êtes dans une de l'aide, donc je comprends vos émotions et c'est super qu'on puisse les enfants les ressentir aussi. Moi, j'aurais voulu élargir le mot culture
Mon souvenir de sociologie, c'est l'ensemble des normes et des valeurs qui prévalent dans une société. Donc, ça va vraiment au-delà de l'art. Donc, là, j'y mettrais un peu comme vous plus de morale, parce que je pense qu'on ne peut pas le détacher de la morale. Et puis, ma question, après, c'était sur. Mais vous avez déjà un peu répondu en partie. Il y a des émotions individuelles qui nous amènent à faire des choix individuels, mais de la part d'un État, comme vous avez dit, le Festival de Cannes, il y a quand même des choix à faire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on invite des sportifs? Ou est-ce qu'on invite les réalisateurs russes? Est-ce qu'on organise un festival de la culture russe comme avant? Enfin, ou un stand russe? Je ne sais pas, j'avance, mais il y a des choix à faire politiques. Oui. Donc, oui. est-ce que la question s'est posée? Est-ce que vous avez des exemples d'annulation D'annulation? Oui, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Mais... Non, ce soir, Kirill Serebrennikov fait sa première à Avignon. À Avignon. Oui. Alors, quand même, juste pour répondre à la question, parce que Kirill Serebrennikov, j'essaie de tourner autour en me disant, là, c'est comme dans Libération, rentre là-dedans, je veux dire, on en a pour les 15 prochaines années. Les 15 prochaines années. Non, c'est-à-dire qu'il y a des choix à faire, je suis d'accord. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un débat comme celui de ce soir, parce que je pense que c'est pas simple, vraiment. Le Festival de Cannes a eu une position qui était de dire, et là je reviens sur quelque chose qu'a dit André qui me semble très important, parce que c'est très clair, qui était de dire, nous n'inviterons pas les représentants officiels de la Russie. C'est-à-dire que, et moi je reviens à mon idée, à moi qui est en fait celle d'André formulée différemment, c'est la question de l'argent. C'est-à-dire que qui est-ce qui finance? Par exemple, ceux qui sont allés à Cannes, vous savez, il y a des petits stands à chaque fois, des jolies petites maisons blanches, et il y avait le stand de la Russie qui était la maison de la Russie qui était très très connue parce que justement on y buvait bien, etc. Le Festival de Cannes a dit non, on n'invite pas les représentants de la Russie. Alors, ce qui a été un peu plus compliqué que ça, parce que j'ai vu, par exemple, la fille, la canon géorgien, je ne l'ai plus en tête, mais qui représente la première chaîne, et qui était tout à fait bien présente, mais pas officiellement. Et on n'invite pas des cinéastes financés par l'État. Et là, il y a eu, moi j'ai adoré, je suis désolée, mais j'ai adoré, Blanche, vous n'avez pas été d'accord, mais c'est que quasiment tous les films russes sont financés par l'État. Ça, c'est le principe même du cinéma, c'est que énormément de choses sont financées par l'État. Ils ont invité Serebrennikov. Alors, Serebrennikov, on peut en parler pendant 2 heures. Et Serebrennikov, qui, à sa conférence de presse, se déclare contre les sanctions contre Abramovitch. Abramovitch, qui est un oligarque, devenu richissime sous Yeltsin et resté richissime sous Poutine, avec tout ce que ça implique comme compromission morale. Et il dit, je suis contre. Et là, on s'est rendu compte que c'est Abramovitch qui avait financé son film. C'est-à-dire... Tout la culture russe, elle est financée depuis des années, y compris le Bolchoï, par Abramovitch. Là aussi, nous, on a un ministère de la Culture. En Russie, on a des oligarques. Mais je dirais, à ce moment-là, il faut que les choses soient dites et qu'elles soient claires. Et que le cinéma, effectivement, ça ne se fait pas avec 3 kopecks. Et en fait, le Festival de Cannes s'est retrouvé avec ce scandale et s'est retrouvé avec un autre scandale qui, là aussi, mériterait des heures d'explication, c'est-à-dire, ils disent, oui, mais regardez, on invite Loznitsa. Immense documentaliste, à mon sens, ukrainien. Immense. Qui a fait des choses absolument formidables. Je pense par exemple à son montage sur les obsèques de Staline. Je veux dire, c'est quelque chose. Vous avez, justement, pour une sociologue, vous avez toute la société soviétique qui se révèle là-dessus. Et là, vous avez l'Institut du cinéma qui dit, mais Loznitsa, ukrainien, on le vire, parce que pour nous, ce n'est pas un documentaliste ukrainien. Et notamment parce qu'il avait appelé à ne pas boycotter les films russes. Donc, si vous voulez, on est dans l'émotion, on est dans le compliqué, on est dans l'identité, je suis d'accord. C'est quoi être un documentariste ukrainien? Et on dit, regardez, il parle russe. Ah ouais, comme plein de gens. Regardez, il vit, je crois, à Berlin, depuis 20 ans. Il est à Paris sur une chaise roulante en ce moment. Hein? Il est à Paris en chaise roulante suite du Covid. Oh là. Mais en tout cas, il vit à Berlin, il ne vit plus en Ukraine. Donc, on voit c'est-à-dire que ces choses sont immensément compliquées, sont immensément douloureuses.
Et ils ont eu le malheur, alors là, des fois, il faudrait quand même aussi que les gens soient un tout petit peu responsables. Encore une fois, je comprends l'émotion et je comprends c'est-à-dire qu'ils l'ont viré de l'Institut ukrainien du cinéma en disant c'est un cosmopolite. Et moi, je m'avais demandé de présenter, avec un collègue de cinéma, on avait dit il faut faire quelque chose autour de l'Ukraine. Donc on présentait Maïdan, son film Maïdan. Et la question, qu'est-ce qu'il veut dire par cosmopolite? Bon. Et là, vous dites, bon, attendez, vous savez, les gars ont merdé, je veux dire, vous ne faites pas attention, c'était juste sur le coup de l'émotion. Donc, je ne rentre pas là-dedans, parce que cosmopolite, dans le sens soviétique, ça a un sens très clair. C'est celui qui n'a pas de racines, c'est le juif, c'est l'étranger, c'est celui qui n'est pas des nôtres. Et c'est un mot, bon. Donc, si vous voulez, il y a des conneries qui sont dites de part et d'autre. Donc, je crois qu'il y a, je travaille pas dans ce milieu de la culture, mais je l'observe et j'écris sur certains événements. Je crois qu'il y a une vraie volonté en France de faire une place aux événements ukrainiens. Je pense que les événements russes, ils ont leur place. Et Biélorusse, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. On commence à comprendre que, je veux dire, c'est pas tout à fait une partie de la Russie, donc je veux dire, c'est déjà pas si mal. Et la culture russe, elle est présente dans la culture française. Et je crois qu'il y a une espèce de prise de conscience que il faut regarder. C'est-à-dire que qu'il y a des gens, moi j'aimais bien les critères que tu donnais parce qu'ils sont très simples à utiliser, ils me paraissent très justes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont financés par l'État et puis on ne va pas les demander à des gosses de 18 ans s'ils sont... Je n'ai pas dit ça, financé par l'État. Parce que de fait, le cinéma est dans tous les pays, sauf les États-Unis, mais c'est la même chose finalement, financé par l'État. Ouais. Donc ce n'est pas ça mon critère. Hein? Mon critère, c'est que ce qui est utilisé par l'État, ce n'est pas du tout pareil. C'est pas du tout... Non, mais oui, mais c'est important. Oui. Voilà. Et le deuxième critère que tu donnais, qui est très juste, c'est les gens qui effectivement prennent position et soutiennent ce qu'ils se disent. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas aller demander à un gosse de 18 ans qui va à un concert international de piano et est-ce que vous pensez vraiment que votre président Poutine est un criminel ? Surtout que le gosse, ça doit faire 12 ans qu'il est 18 heures par jour sur son piano en train de faire ses gammes. Mais qu'effectivement, quand on voit, et on a les listes, je ne suis pas... des cinéastes ou des gens de théâtre qui pourraient se taire et qui ont pris position, qui ont signé des pétitions en faveur de l'annexion de la Crimée. Qui ont signé, alors là, ce n'étaient pas les meilleurs, ceux qui ont soutenu la guerre, les écrivains, par exemple, il y avait une liste d'écrivains qui était publiée par la littérature dans la Gazette, là, je veux dire, je crois que personne n'en connaissait quasiment un, mais il y a des gens qui ont pris position, il y a cette fameuse, la cantatrice Netrebko. Mais elle a pris position contre. Attends, elle avait pris beaucoup de position contre. Donc, il y a des gens, quelqu'un comme Mikhalkov, je veux dire, je lui ai consacré un livre, donc ça, si vous voulez, ça fait des années, je dirais, qu'il soutient. Bon, vous voyez, et je pense qu'on ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan. Excusez-moi, monsieur avait une question depuis une demi-heure. Ce que disait Olga me faisait penser à la phrase de l'historien Taine sur l'importance de l'émotion dans l'histoire, et qu'en réalité c'est l'émotion qui fait l'histoire, plus que d'autres critères que l'on met généralement en avant, tels que l'économie, les territoires, etc. Mais c'est l'émotion, la haine, l'amour, la haine en particulier. Et ce que vous disiez également me faisait penser au philosophe Patočka, mais vous devez évidemment... Auquel philosophe? Patočka. Alors, en ce qui concerne et donc, j'étais plutôt, en tant qu'enseignant de littérature russe, dans l'impossibilité actuelle d'enseigner la littérature russe. Ça paraît bête, mais c'est physique. Et vous parliez de Wagner, par exemple, M. Markovitch, et je me disais que Wagner, oui, alors bon, l'exemple, on arrive au point Goldwyn des gens qui sont dans les chambres à gaz, évidemment, mais il y a aussi le point de vue des Israéliens qui ont mis un certain temps avant d'admettre Wagner. Et je pense que c'est ce temps qu'il va nous falloir un petit peu pour digérer ce coup au ventre qu'on a reçu, qui est considérable.
Si on peut l'accepter personnellement, rapidement, c'est très bien. Là, pour l'instant, certains d'entre nous, alors on fait ce que vous dites, c'est-à-dire de manière individuelle, on a du mal à digérer le coup qu'on a reçu. Et donc, à l'instar de ce qu'a décidé ou de ce qui a été fait pour d'autres artistes, et en particulier Wagner, qui était pleinement les mains dans l'antisémitisme, il nous faudra du temps. Et pour l'instant, on ne peut pas. Je ne peux pas. Et moi, personnellement, je ne peux toujours pas écouter Wagner. Du temps, Boris, du Boris, temps. Boris, Est-ce que je peux juste... je voudrais juste, par exemple, en septembre, tu vas reprendre tes cours. Tu as un cours qui doit s'appeler d'une manière ou d'une autre, genre littérature du XXe siècle, ou du XIXe. Tu vas faire quoi? J'ai fait des écrivains de langue russe. Qui est différent des C'est-à-dire tu vas faire des Ukrainiens, des Biélorusses de langue russe. Des écrivains de langue russe, ça vaut comme des écrivains italiens. Tu vas pas faire d'écrivain. Ah voilà, tu vas faire Grossman, d'accord. Bah, il est Donc russe, tu hein. vas quand même. Bah oui, alors là on pose la question d'écrivain russe, oui. Bah oui. Bon. Bah oui. Pour moi, c'est aussi un écrivain de langue russe, c'est plus un écrivain européen qu'un écrivain de langue russe. Bien sûr. Donc tu vas choisir en fait tes écrivains de langue russe pour, d'accord, avec un regard. Je pense que là on en est tous là, c'est-à-dire à se dire on pourra plus faire les cours tels qu'on les faisait avant. On est obligé de les repenser, ça je suis entièrement d'accord. Et il faut du temps pour repenser ces choses-là. Parce qu'il y a les morts. Est-ce que je peux juste... merci pour ça. Il y a une jeune Ukrainienne qui a parlé, qui a donné une interview, je pense que ça va vous intéresser. Il y a une journaliste sur RFI, rédaction russe, qui s'appelle Anna Stroganova, qui est très bien, très bien, lisez-la. Elle a fait une interview avec une jeune Ukrainienne qui parle de la pause. Avec de la pause. Anna Koryagina. Oui, voilà. Un temps. Laissons-nous un temps. Ça, je pense que c'est ce qu'on peut s'autoriser, cette intelligence du régime temporel. C'est Hartog qui parle, oui, voilà, des différents régimes d'historicité. C'est un excellent livre de François Hartog qui parle de ça. Nous devons tous nous rendre attentifs au temps de notre discours. Première chose. Deuxième chose, je voudrais vous répondre à propos des annulations. Je viens de faire une émission, participer à une émission sur France Culture à propos de Kandinsky. Rien n'a été annulé. La rédactrice de l'émission a mis la musique de Vertinsky, les chansons. C'est pas moi qui les ai choisies. Rien à voir avec Kandinsky. Et en disant j'adore ça. Voilà. Premier exemple. Deuxième exemple. Mes amis, deux très grands traducteurs de la littérature russe en anglais, viennent de donner une interview, une présentation de leur dernière traduction de Pouchkine en anglais. La salle était pleine, rien n'a été annulé. Je viens aujourd'hui, ce matin, recevoir l'invitation aux journées du livre russe à la mairie du 5e arrondissement. On peut en parler, ça. Moi, j'y suis jamais allée. On peut en parler. Moi, je suis allée. Ouais. Et j'ai refusé le prix Russophonie parce que c'était donné par Yeltsin. 1 centime de droit d'auteur sur la traduction de la littérature russe. Je réponds. Excusez-moi, mais je réponds. Oui. C'est pas moi qui commence. Et troisième chose, il y a un excellent... Vous allez y aller aux journées? J'ai pas répondu. On en parlera. Parce que j'ai vu quelqu'un. On en parlera. J'ai vu quelqu'un. Si on pourra parler comme ça, oui. Qui écrivait, qui leur a répondu, c'est un petit éditeur, c'est-à-dire qui publie des choses russes et ukrainiennes. Tu peux citer le nom. Et qui Tu peux citer le nom, ça lui fera un peu de publicité quand même. Écoutez, si on peut parler librement, j'irai. J'irai pour dire ce que je pense. Lui, il y est allé, puis il nous tient au courant et il nous dit, bon, notamment, c'est un repère d'extrême droite. Hein. Donc, il leur a répondu en disant, ne nous contactez plus. Ils y sont allés, lui. Comment s'appelle ça, sa maison d'édition? Hein? Lingua. Voilà, c'est Patrick Lavoie et qui a Caen et qui publie beaucoup de littérature fantastique. Et ukrainienne. Ukrainienne notamment.
Et il nous avait tenu un peu au courant, c'est-à-dire que c'est soi-disant un salon du livre russe qui est fait par M. Kochko. Bon. Si on a le moyen de dire ce qu'on pense, je voudrais juste finir avec une autre référence. Il y a un historien excellent, un historien américain qui s'appelle Timothy Snyder, qui est spécialiste de l'Holocauste et aussi du stalinisme. Il a écrit un livre en 2017 qui s'appelle Sur la tyrannie. Ce livre est traduit dans toutes les langues. C'est un petit manuel en 20 leçons. Je pense que c'est excellent. On doit aujourd'hui apprendre ce livre par cœur. La première leçon dit « N'acceptez pas avant qu'on ne vous demande ». On a parlé de cette pause, de ce temps. Personne ne nous demande aujourd'hui de justifier la guerre de l'Ukraine par l'amour de Pouchkine. Personne ne demande. Qui vous demande ça? Personne ne demande ça. Personne ne demande jurer sur le nom de ces... Qui nous demande d'annuler Tolstoï? Personne. De quoi on parle aujourd'hui? Qui nous demande quoi que ce soit de cet ordre? Est-ce qu'on est dans les commissions, dans les jurys qui décident d'annuler tel film ou tel film? D'ailleurs, moi, je pense que ce qui se passe de plus intéressant aujourd'hui, c'est dans le YouTube, où ça coûte 0 centime, 0 €. Moi, je suis absolument fanatique de Dudj. Je pense que c'est un être admirable. Si vous ne connaissez pas, regardez Colima, le film de Dudj, c'est sous-titré en anglais. C'est absolument excellent. Toutes ces interviews sont remarquables. Tout. La justesse de ton était épatante. C'est un garçon qui dit la vérité. Avec ce film sur la Colima, ce qui est merveilleux, c'est qu'il a touché des centaines de milliers de jeunes. C'est incroyable. Qui n'étaient pas touchés par Solzhenitsyn. Oui, et les interviews avec les jeunes, avec les plus jeunes, les plus fous. Je comprends la moitié de ce russe, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais ce jeune fou russe, tout recouvert de tatouages, il dit « Ah, les gens que je déteste, putain, mais je les déteste, c'est ceux qui disent « Je suis contre la guerre ». Ils sont contre la guerre en général. Vous voyez? Il a 18 ans. Et après, les grands écrivains qui apparaissent et qui disent « Moi, je suis contre la guerre en général. Je suis contre toute guerre. » Ben bravo. Bravo. On leur a rien demandé. N'acceptez pas ne faites pas Hitler avant qu'on vous demande. Juste attendez au moins. C'est ça qui est insupportable pour moi, vraiment. Olga, il y a juste une chose qu'il faut reconnaître, c'est que pour nous, en France, c'est très facile de réfléchir, de prendre du temps, de se donner le temps et de dire effectivement, on fait les choix qu'on veut et personne ne va nous mettre le couteau sous la gorge. Mais est-ce que il y a des gens très riches qui ont plein d'argent, qui n'ont pas besoin de publier les livres. Il aurait pu ne pas publier. Il aurait pu ne pas publier. On sait aussi qu'en Russie, il y a un vrai régime de terreur qui s'est instauré et que les choses sont compliquées. Mais Cécile, est-ce qu'on ne pourrait pas toujours se taire? On peut toujours se taire, je suis à peu près d'accord. Ouais. C'est la seule chose dont je parle, se taire. Quand on ne peut pas parler, se taire. Piotrowski aurait dû... se taire, juste, et les autres, et tant d'autres qui sont contre la guerre en général. Juste attendre, juste mettre cette pause, juste attendre, juste pendant qu'on tue devant nos yeux, juste face à ses enfants, juste se taire, c'est tout. Qui ne veut pas se taire et voudrait poser une ultime question avant qu'on termine sur un tout petit bout de texte? Alors, qui n'a pas pris la parole, monsieur? Oui, on a parlé de culture et à l'intérieur de langue, mais j'aurais voulu, moi je suis intéressé par les questions qui touchent plus au monde qui tourne, au monde tel qu'il se vit et tel qu'il évolue, en particulier à la crise climatique. Qui est aussi... on ne peut jamais comparer des crises et des souffrances, mais en tout cas, elle existe. Et au niveau pour aller au-delà des langues, il y a les philosophies et il y a
les sciences, en particulier les sciences humaines, les mathématiques. Moi, je voulais attirer l'attention sur le fait que il y a depuis plus de 10 ans maintenant, et les Russes étaient dans le coup, une norme internationale de responsabilité sociétale des organisations, c'est-à-dire des personnes morales qui existent, et il se trouve qu'elle est publiée par l'institution internationale qui s'appelle l'ISO, et créée en 1949, et dont les 3 langues officielles sont l'anglais, le français et le russe. J'ai toujours pensé que dans l'état du monde, ce fait-là pouvait être un chemin parmi tous les autres, et sans doute pas le plus rapide, mais en tout cas, si c'est un chemin, c'est un chemin, pour avancer dans du dialogue et de la construction collective. Collective au sens pas forcément pilotée ou surveillée par l'État, mais collective au moins. J'ai eu deux autres approches. J'ai entendu Madame Hélène Carrère-Dancos il y a quelques moments. Bon, c'est Hélène Carrère-Dancos, voilà. Et j'ai entendu un lieutenant-colonel qui est en charge des questions de défense, et il m'a dit, attention, enfin, j'ai exposé le sujet, il m'a dit, attention, si tu avances en Chine, quel que soit ton cryptage, les gens que tu contactes, s'il se passe des choses entre vous, ils vont être piégés, enfin, ils vont être vus. Tandis qu'en Russie, pour l'instant, de ce qu'on sait des technologies, on peut passer sous le radar. C'est à Moscou, ça vient justement de changer. Alors, voilà. Donc, là, ça, et juste pour finir pour ça, la seule chose que je puisse vous répondre, c'est que si Poutine, il y a quelque chose qui alors le laisse mais totalement indifférent, c'est le réchauffement climatique. Mais alors, l'indifférence que... Ça doit l'arranger. Juste, parce que je veux dire, le niveau de catastrophe qu'il y a en Sibérie, du point de vue de l'écologie, est absolument incroyable. Voilà. Et donc, c'est tout. Bon, donc... Et sur la question de la surveillance de la... Ah, mais à Moscou, maintenant, tout va se faire par visuel, par reconnaissance faciale. Non, mais est-ce qu'il est toujours vrai, selon vous, qu'on peut converser avec... Je vous dis, à Moscou, non. De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Ils filment les gens. Ils arrêtent des... Internet. Hein. Ils arrêtent Ah, ben Internet, évidemment que non. Internet est contrôlé. Ils arrêtent les gens dans la rue. Ils demandent à voir leur téléphone. Bien pour sûr. voir justement s'ils ont certains... Il y a une moscovite dans la salle. Irina, est-ce que vous pouvez témoigner? Irina Staff, traductrice du français en russe. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi que je me promène ici dans ma veste noire, noircie par le sang. Mais moi qui suis responsable de cette guerre, bon... Mais, alors, qu'est-ce qu'on fait à Moscou? Oui, il y a des caméras partout. Moi, personnellement, j'ai eu affaire à la police de Moscou qui est venue me chercher dans mon appartement puisqu'on m'a vu pendant une manif à cause de Navalny. Ça, c'est courant. Ah oui, oui, bien sûr. C'est pas une exception, c'est courant. J'ai eu de la chance puisque le policier qui est venu me chercher est venu au Panesto Prakiski. Voilà. Ils ne m'ont pas retrouvée. Bon. C'est-à-dire à l'endroit où elle est officiellement enregistrée. Je n'ai été enregistrée. emprisonnée ni amendée, non. Mais tout de même, j'ai eu quelques heures
assez désagréable. Bon, dans le métro, on a des caméras à l'entrée et dans les wagons. Ce qu'on ne s'aperçoit pas, puisque ce sont des petits écrans où on montre quelques publicités, bon, Monsieur le maire Sobianine qui fait encore quelque chose de bien, bon. Et là-dessus, il y a un petit trou qui vous regarde. Alors, on suit. Le téléphone, moi, non. J'ai jamais eu de problème. Et même, j'ai laissé tous les applis que j'ai regardé, mais peut-être parce que je suis une dame âgée, bon. Voilà. Les jeunes, oui, on les poursuit, on prend les téléphones, on commence à fouiller dedans. Oui. Et vraiment, c'est à l'Internet, oui, bien sûr, ça se lit. Oui. Ça se lit, même si Facebook est bloqué, disons. Mais tout le monde utilise des VPN, bien sûr. Mais cette institution qui s'appelle Roskomnadzor et qu'on appelle chez nous Roskompazor, voilà, il suit tous les gens qui lui sont intéressants, disons, comme ça. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que une des premières choses que font les soldats russes quand ils arrivent quelque part en Ukraine, c'est qu'ils regardent les téléphones portables des gens et en fonction de ça, décident qui ils vont torturer ou pas. Oui, ils vont voilà. prendre ce portable. Exactement. Oui, hein, ça, c'est la base et c'est plus que fréquent. Oui. Je dirais que c'est systématique. C'est systématique. Mais oui, voilà. Oui. C'est-à-dire que ce qui se fait en Ukraine, ce qui se fait en Ukraine, ce sont aussi des choses qui se font malheureusement en Russie. C'est-à-dire que la torture qui est exercée en Ukraine, de manière systématique sur des femmes, des enfants qui n'ont rien fait, elle a été aussi... C'est la violence domestique, c'est la violence dans les prisons russes, elle a été exercée à l'encontre de Russes. C'est-à-dire que ça, il n'y a pas... Et d'une façon systématique aussi. Oui. Oui. C'est une des choses qui font que, comment dire, on dit que les Russes ne se manifestent pas, machin truc, mais ils savent que les tortures dans les prisons, c'est pas la question de se faire arrêter. C'est la question qu'à partir d'un certain moment, tu te fais arrêter, tu restes 15 jours, etc. On sait que si voilà. le manif s'organise, ils vont tirer. Voilà. Et d'autre part, ça c'est clair. Et ça a été dit, absolument. Il y a quelques années, quand a été constituée cette Rosguardia, voilà. qui avait l'autorisation officielle de tirer sur les gens. Quand on n'avait pas peur, voilà, l'année 14e, il y a eu des énormes manifs contre la Crimée, contre tout ça, contre Donbass. Oui, j'ai participé, j'ai eu encore, je regarde parfois ces fleuves de gens qui traversaient Moscou, mais il n'y avait pas encore de ces caméras. Si vous n'êtes pas arrêté sur place, vous pouvez rentrer à la maison. Et puis après, ils ont tué Boris Nemtsov qui avait organisé ces manifestations. Oui. Et ça a jeté un froid. Oui. La terreur, elle est aussi en Russie. Oui. C'est-à-dire que, et elle explique aussi malheureusement ce qui se passe en Ukraine et qui peut se passer ailleurs. Oui. Et donc voilà. Ben, merci beaucoup. Donc on va s'arrêter là. Je crois que de toute manière, on vous l'avait dit, c'est complexe et il n'y a pas de solution pour l'instant. Vous avez vu, je dirais, il y a juste une chose sur laquelle on est entièrement d'accord, c'est cette guerre est une monstruosité. Et je ne sais pas quand elle s'arrêtera. Boris, tu voulais dire? J'ai pensé à ce que disait M. Markovitch, on le savait auparavant, et effectivement, si on ne peut pas attendre de nos collègues russes ou amis d'être héroïques, on ne peut en tout cas pas leur demander d'être héroïques à notre place.
Et effectivement, Oui. il pouvait s'y attendre avant. Et effectivement, il y a eu tellement de compromissions. Sochi, la Coupe du monde de football. Et si on De compromission de la part de qui? nous, De nous. On est d'accord. De nous, de l'Occident. On est d'accord. Et c'est pas pour dire, mais ça continue. Oui, bien Oui. sûr, bien sûr. Oui. Et c'est aussi une incitation à ne pas nous Oui. continuer. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens qui risquent d'être torturés de sortir dans la rue, mais on peut, nous, ne pas aller. Moi, j'irai pas, hein, très franchement, au salon du livre qui sont financés, grosso modo, par l'ambassade. Et je n'y suis jamais allée. À des événements qui sont effectivement des événements qui ont des buts publicitaires, qui ont des buts d'améliorer l'image. Et là, on est, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que on peut agir en groupe, mais chaque personne prend sa décision de participer ou de ne pas participer, d'y aller ou de ne pas y aller. Et je crois qu'on peut dire les choses et ensuite chacun décide. Et que c'est déjà, je dirais, le premier pas. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà le premier pas. Je pense que exactement, absolument d'accord avec vous. Et deuxième chose, je voudrais juste dire, n'oubliez pas l'Ukraine. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas l'Ukraine. N'oubliez pas l'Ukraine. Il ne faut pas l'oublier une seconde. Merci à tous et on se reverra pour d'autres rencontres avec Madame Ackermann qui les animera.